Bonjour tout le monde. On va commencer cette présentation qui va traiter des bonnes pratiques en sécurité informatique. Et en l'occurrence, qu'est-ce que la cybersécurité aujourd'hui dans le monde de l'entreprise à un niveau, on va dire, qui est niveau utilisateur, afin de simplifier la compréhension du sujet. Donc, cette présentation va se dérouler sous 6 grandes parties. Donc, je vais commencer par vous introduire ce qu'est la cybercriminalité. Puis je vous ferai quelques exemples d'attaques massives qui ont eu lieu ces dernières années. On enchaînera sur les conséquences, les bonnes pratiques et les différents moyens de se protéger pour les cyberattaques. Et puis on terminera par une conclusion. Donc tout d'abord, la cybercriminalité, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est en fait une activité criminelle qui a pour but de cibler un ou des ordinateurs, un réseau informatique ou un appareil qui est mis en réseau. La plupart de ces activités, elles sont commises par des cybercriminels ou des pirates informatiques qui veulent se faire de l'argent. Mais parfois, dans de rares cas, les groupes qui sont là pour hacker votre entreprise sont plus là pour des raisons autres que pécuniaires, donc plus des raisons politiques, on va dire, ou personnelles. Début 2020, on a eu une explosion en termes de cybercriminalité dans le monde de l'entreprise. Donc, c'était le début c'était placé au début du Covid. On a le phishing, par exemple, qui a énormément augmenté. Donc, qu'est-ce que le phishing? En fait, le phishing, c'est une forme de fraude numérique qui est illégale. Et c'est par cette fraude-là, les hackers, les criminels, prétendent qu'en fait leur mail ou leur site web provient d'une entité, qui est digne de confiance, on peut dire, afin de tromper les utilisateurs et les amener en fait tout simplement à transmettre, des informations qui sont personnelles. Donc, ça peut être des mots de passe, des numéros de carte de crédit et cetera, afin de les utiliser ou même de les revendre. Donc nous avons différents cas qui sont, très courants de cybercriminalité. Donc on a, en premier lieu, forcément la fraude par mail et via internet, donc ça c'est, le phishing. L'usurpation d'identité, donc lorsqu'il y a des vols d'informations personnelles qui sont volés. Le vol de coordonnées bancaires ou de données financières. Le vol et la donnée des entreprises, donc ça c'est de la plus du cyberespionnage, on peut dire. Et les attaques par ransomware, qui est, en fait, une attaque via un logiciel, sur votre système d'information. Et nous avons ensuite, le cyberespionnage qui est, lié, à la vol à la v au vol de données. Donc maintenant, je vais vous présenter différents exemples, d'attaques qui ont eu lieu, ces dernières années. Donc, le premier exemple, ce sera un exemple d'escroquerie, bien sûr. Donc, c'est via le ransomware, WannaCry, qui a fait parler de lui en 2017, en mai 2017 lorsqu'il a apparu. Ce rançongiciel, qu'est-ce qu'il a fait? Eh il permet en fait tout simplement de chiffrer automatiquement tous les fichiers qui sont sur un ordinateur ou sur un serveur. Et après, une fois que ces fichiers sont chiffrés, donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus, accessibles, on ne peut plus, les utiliser. On a un message qui s'affiche sur notre écran généralement et qui va nous demander de payer une rançon afin de récupérer l'accès à nos données. Et donc, WannaCry a été une attaque de ce type-là puisque à peu près, 300 000 ordinateurs dans 150 pays ont été touchés. Et en fait, cette attaque visait une version de Windows 10 qui n'avait pas été mise à jour sur les ordinateurs. Et donc, les attaquants demandaient une rançon, auprès des entreprises qui s'étaient faites hacker. Nous avons ensuite un cas, d'espionnage. Donc, lui, c'est un cas qui est, français, puisque, exclusivement français, on va dire, puisque ça touche Airbus en septembre 2019. Airbus a été attaqué par, vraisemblablement un groupe chinois qui a totalement démenti cette implication, malgré le fait que les preuves sont bien présentes. Ils ont attaqué, l'entreprise, afin de faire, du cyberespionnage. Donc il y a eu 4 grandes attaques qui ont été lancées et
les attaquants sont en fait tout simplement passés par les sous-traitants de Airbus pour réussir à accéder aux données de Airbus. Et donc ils ont notamment ciblé, des documents techniques de certification, des procédures officielles pour, la construction, de nouveaux moteurs et la construction d'avions, et différentes normes de sécurité qui ont été, mises en place, pour la construction de ce matériel, heu, aéronautique. On a ensuite un exemple d'atteinte à l'image. Donc là, on a l'image, d'Anonymous, d'un grand groupe, de hackers, qui en fait, est un groupe qui réalise le plus souvent des attaques DDoS, donc des attaques qui vont être là pour, empêcher le fonctionnement d'un système d'information sans pour autant altérer, la donnée. Et donc en fait, une attaque DDoS, qu'est-ce que c'est? Pour vous expliquer un peu, c'est en fait une attaque qui, a pour but d'envoyer un très grand nombre de connexions vers un site, vers un serveur, vers en tout cas une entité qu'on peut, identifier sur un réseau. Et ils utilisent le plus souvent, des machines zombies, on va dire ça comme ça, des machines qui sont en fait, un peu partout dans le monde, et qui sont utilisées pour, émettre ces attaques. Et donc là, on a un exemple, pour l'atteinte à l'image. Donc c'est la mort de George Floyd, le 25 mai 2020. Et la police de Minneapolis a été tout simplement ciblée par Anonymous, qui, heu, qui est un groupe qui est très engagé dans la lutte, pour les droits de l'homme, et en l'occurrence, le droit de l'homme aux États-Unis. Et donc, début juin, ils ont rendu le site internet de la police de Minneapolis totalement inaccessible, et ils ont aussi fait fuiter, différentes informations, concernaient des échanges de mails le plus souvent, qui étaient un peu douteux concernant des informations et des affaires qui étaient assez troubles. Et en dernier cas, nous avons un cas d'usurpation d'identité. Donc, l'usurpation d'identité, qu'est-ce qu'elle consiste? Elle consiste en fait tout simplement à envoyer un email de la part d'un organisme qu'on connaît. Donc, ça peut être notre banque, ça peut être, les impôts, et cetera. Et dans cet email, on a un lien internet qui est présent, et ce lien, nous renvoie vers un site, dans lequel, on va nous demander, nos informations, personnelles le plus souvent. Et donc, on a un exemple, d'un hôtel, qui est à Londres, donc le Ritz, qui avait été ciblé en août 2020, par, un groupe de hackers qui s'est fait passer par des employés du Ritz, pour soutirer de l'argent à des clients. Donc ils ont proposé en fait tout simplement des services complémentaires, dans l'hôtel, sans pour autant avoir, eu l'autorisation, de l'hôtel, puisqu'ils se sont fait passer pour eux, et ils ont, pu dérober ainsi, beaucoup d'argent aux clients. Et ce qui a été aussi le cas, par exemple, d'une école, aux États-Unis, au Texas, qui avait subi une attaque de phishing, et les hackers ont réussi à voler une somme qui est, estimée à plus de 2 millions de dollars, sur environ une semaine de hacking, donc ce qui était quand même assez intéressant pour eux, on va dire. Donc là, on se passait plus dans des entreprises de grande taille, mais ce risque, on va dire, est tout à fait présent aussi chez les toutes petites et les moyennes entreprises, puisque, des chiffres ont été, divulgués et donnés par l'ANSSI, heu, sur l'année dernière. Donc sur l'année dernière, on est à 14 des entreprises qui se sont faites hacker, donc qui ont subi une cyberattaque. Sur les 100, on a 14 qui ont dû dépenser plus de 50 000 € pour se remettre en marche, donc ce qui est une grosse somme pour des TPE et des PME, et 6 d'entre elles ont dû dépenser plus de 100 000 € pour, remettre en marche leur système d'information. Et sur 70 de ces entreprises qui ont été hackées, généralement, elles finissent par déposer le bilan au bout des 3 ans. Et sur l'année 2021, on avait plus de 20 des entreprises françaises, donc TPE et PME, qui avaient été ciblées par des cyberattaques, et qui n'avaient pas forcément été hackées, mais qui avaient été, prises pour cible. Donc c'est quand même, à peu près un quart des entreprises françaises. On va passer sur, différents cas pratiques. Donc, le phishing, puisque c'est vraiment la chose actuellement qui est beaucoup utilisée par les hackers, et c'est le premier point d'entrée généralement dans les entreprises. Hem
Donc là, on a un premier cas pratique de phishing. Donc on reçoit en fait tout simplement un mail qui se fait passer par Microsoft. Donc on peut voir ici en haut à gauche que l'adresse mail déjà est un peu douteuse. Donc le nom d'affichage Account Team, lui, n'est pas trop douteux. Par contre, le restant de l'adresse mail, lui, paraît d'autant plus douteux. Puis après, donc, on voit dans le contenu du mail que, qu'on nous dit que notre compte risque d'être fermé si on ne veut pas mettre à jour notre mot de passe. Et donc, si on clique sur le lien, on arrive en fait sur un site internet. Et ce site internet, on voit que l'adresse d'accès au site est totalement verrouillée, puisqu'elle ne ressemble pas du tout au domaine de Microsoft. Et donc là, le risque ici, c'est lorsque vous allez rentrer votre mot de passe, c'est que en fait, le mot de passe, à la place d'être envoyé vers les serveurs de Microsoft, il va être envoyé vers le serveur du hacker, et donc il va pouvoir récupérer ce mot de passe et l'utiliser à des fins, à des fins comme il le souhaite, on va dire. Et donc là, forcément, le risque vole des informations d'identification. Un autre cas de phishing. Donc là, à gauche, on a un cas de phishing, d'email de notification, d'expédition. Donc ça, on en a tous déjà reçu dans nos boîtes mail, que ce soit dans les spams ou même pas dans les spams. Dans ce mail, on a une pièce jointe avec un petit message nous disant de voir dans la pièce jointe le bon d'envoi. Et donc là, en fait, quand on va ouvrir cette pièce jointe, si on l'ouvre, eh beh, on risque d'avoir du vol de données dans un premier temps, puis du chiffrement des données, puisque ça se trouve, ce fichier contient un logiciel de type ransomware. Donc toujours très important de vérifier l'expéditeur et aussi les pièces jointes, bien sûr, puisque là, la pièce jointe n'est en aucun cas à ouvrir. Troisième exemple, toujours faire attention aux liens qui sont présents dans les mails. Donc là, on a un exemple des impôts. Donc le lien qui est en surbrillance en bleu est tout simplement un lien hypertexte derrière lequel se cache une adresse web. Et donc là, lorsqu'on va au survol en fait de ce lien hypertexte, eh bien, on peut voir que l'adresse vers laquelle nous envoie ce lien est totalement verrouillée aussi, puisque factureextra.com n'est pas du tout du domaine impôt.gouv. Donc, bien sûr, faire attention aux liens sur lesquels on clique et sur lesquels on souhaite naviguer. Maintenant, je vais vous présenter différents signes révélateurs. Donc, quels sont les signes révélateurs? Des choses qui sont marquantes et qu'on doit vérifier afin d'éviter de passer l'étape et de commettre une erreur. Donc la première chose, les fautes d'orthographe. Donc ça, c'est une chose qui est de moins en moins courante aujourd'hui, mais il y en a toujours. La majorité des personnes, en fait, généralement, qui font du phishing et qui envoient des emails se trouvent à l'étranger. Donc ils ne parlent pas forcément français. Donc les textes peuvent parfois être mal écrits. Ensuite, on a le contact inconnu. Donc ça, forcément, quand on reçoit un mail d'un inconnu avec une pièce jointe, avec un lien, ça doit émettre un doute. On doit se dire, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut forcément aller vérifier, le nom d'affichage de l'utilisateur, comme on a pu voir juste avant. On peut aller voir du coup l'adresse mail de l'utilisateur. On peut aussi vérifier, la langue qui est habituellement utilisée par l'utilisateur, parce qu'on a déjà eu le cas chez nous, d'un de nos clients qui avait l'habitude de parler, et d'échanger avec un fournisseur qui était français. Et du jour au lendemain, ce fournisseur a commencé à parler anglais, sans aucune raison. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était du phishing et que, leur fournisseur, avait été, l'identité du fournisseur avait été utilisée, pour émettre du phishing vers cette entreprise. Ensuite, on a un troisième signe qui est les fichiers intrigants. Donc comme dit précédemment, dans les emails, généralement, on envoie des images, des PDF, des Excel, des Word, et cetera, tout un tas de fichiers. Et il faut savoir que tous ces fichiers peuvent contenir une graine, peuvent contenir quelque chose qui peut s'exécuter sur votre ordinateur et qui peut forcément faire des choses malveillantes sur votre ordinateur. Donc il faut savoir qu'en fait, l'action d'ouvrir un mail, juste d'ouvrir le mail, lui, n'a aucun risque, ne présente aucun risque. Par contre, l'action d'ouvrir un fichier, lui, par contre, est un risque à prendre en compte. Nous avons aussi du coup les vendeurs de rêves. Donc ça, c'est un exemple qui est très courant, mais qui
on va dire, vise de moins en moins de monde aujourd'hui. C'est quand en fait on reçoit un mail où on nous dit: «Voilà, vous avez gagné quelque chose, veuillez vous inscrire à tel endroit». Donc là, quand vous allez vous inscrire, en fait, bah, vos informations risquent d'être stockées par cette organisation et après risquent d'être vendues. Donc votre adresse mail, vos numéros de téléphone et cetera risquent d'être vendus. Donc faire très attention à ça aussi puisque c'est forcément vos informations personnelles et du coup après vous risquez d'être ciblé lors de cyberattaques. Et ensuite, en dernier point, nous avons les bizarreries. Donc ça, les bizarreries, c'est en fait quand on se rend compte, qu'on a un comportement étrange sur l'ordinateur. Par exemple, on a un changement d'icône sur le bureau, ça peut être un signe révélateur d'un ransomware. Parce qu'en fait, un ransomware, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il va être installé sur votre ordinateur, il va chiffrer tous vos fichiers. Un fichier Word, il a une certaine extension de fichier et lorsque ce fichier va être chiffré par le ransomware, il va changer d'extension et donc, bah, il ne va plus être considéré comme un fichier Word. Du coup, l'icône va être changée. Donc c'est, un moyen pour vérifier ce point-là ou encore, quand on a des emails qui nous paraissent suspects, comme dit précédemment. On va donc maintenant voir, les différentes conséquences qu'une attaque informatique peut avoir, sur votre entreprise. Le premier point, forcément, une paralysie des systèmes, ça va de soi. Si votre système n'est plus d'aplomb, vous ne pouvez plus, travailler, dans de bonnes conditions, voire ne même plus travailler et donc il y a un arrêt de l'exploitation. Ensuite, il y a le vol et la perte de données sensibles. L'exposition à un chantage, donc ça, bah, c'est forcément les ransomware. Donc là, vous allez devoir, payer une rançon qui s'élève généralement à un pourcentage du chiffre d'affaires des entreprises. L'atteinte à la réputation, bah, ça c'est sûr si, on se fait surtout en sécurité, si on se fait hacker, bah, c'est quand même un élément essentiel, un gage de confiance, heu, auprès de nos clients, auprès de nos fournisseurs et cetera. Donc c'est très important, de garder, on va dire, une politique, heu, de communication et de sécurité au sein des entreprises. Et ensuite, on a le préjudice commercial, donc ça, c'est il y a le vol de données sensibles en matière concurrentielle. Donc, bah, tout à l'heure, j'ai présenté l'exemple de Airbus, des plans qui avaient été volés, donc c'est un préjudice commercial. Et ensuite, forcément, bah, la création de brèches, dans un système de sécurité, cela va de soi. Et donc l'ensemble de ces conséquences, bah, peuvent mener à la fermeture de l'entreprise puisque, en fait, chacune d'entre elles, si vous regardez bien, heu, bah, elles ont chacune, en fait, un lien avec l'argent toujours et ce qui, pourrait, bah, bien évidemment, mener à la fermeture d'une PME ou d'une TPE, qui sont des entreprises qui n'ont pas forcément énormément de moyens généralement. Donc maintenant, nous allons voir comment se protéger d'un phishing. Donc il y a 6 différents points, on va dire, à vérifier, lorsqu'on reçoit un email et comment est-ce qu'on fait pour se protéger de ça? Donc le premier point, ignorer les emails généralement qui vous demandent des informations confidentielles. C'est très, très rare qu'on vous demande des informations confidentielles par email et si on vous le demande, il faut toujours être très, très vigilant et vérifier que l'expéditeur est bien une personne de bonne foi. En deuxième point, bien sûr, il ne faut jamais cliquer sur les liens comme dit précédemment. Lorsqu'on a un doute, ne pas cliquer sur, tous les liens. Il vaut mieux supprimer le mail ou même demander auprès de votre infogéreur ou de votre conseiller informatique, de vérifier l'authenticité de cet email. En troisième point, vérifier l'adresse mail de l'expéditeur. Donc là, on a un exemple, colis@laposte.fr. Donc en fait, en nom d'affichage sur l'adresse mail, on a colis@laposte.fr, donc on a la poste. Mais en fait, lorsqu'on clique, comme je vous disais tout à l'heure, sur l'adresse mail pour voir, enfin sur le nom pour voir l'adresse mail, on voit qu'en fait, tout simplement, bah, l'adresse mail est une adresse anti-online.de qui est en fait une adresse pas du tout française, qui est hébergée, à l'étranger. Donc c'est un signe révélateur, d'un mail de phishing. Ne pas ouvrir les pièces jointes, comme dit précédemment, et utiliser des solutions anti-phishing. Donc, qu'est-ce qu'une solution anti-phishing? C'est une solution qui permet en fait tout simplement d'avertir les utilisateurs lorsqu'ils tentent de naviguer sur des sites phishing ou sur des sites web qui sont infectés par un malware, par exemple.
Ces solutions anti-phishing, pardon, ont aussi un autre but. Elles ont un but de report. Donc là, comme on peut voir sur la petite image, on a, on peut on reçoit un mail de phishing, on peut le rapporter, on va dire, auprès de notre, du fournisseur de l'application qui vous fait de l'anti-phishing, et ce qui va permettre, en fait, tout simplement d'alimenter une base de données et d'améliorer, le système afin qu'il détecte plus facilement les mails de phishing. Et en 6e point, réaliser des campagnes anti-phishing. Donc ça, c'est une chose qui est apparue, assez récemment, si je peux dire. En fait, c'est tout simplement des campagnes qui vont être menées au sein de l'entreprise et qui vont, permettre de réaliser des mails de phishing en afin de les envoyer aux utilisateurs et de vérifier si, les gens font attention aux mails quand ils les reçoivent, s'ils ne remplissent pas, des informations confidentielles un peu partout, et cetera. Ce qui est une chose très intéressante à suivre au milieu des entreprises. Nous allons donc maintenant voir quelles sont les bonnes pratiques, à adopter. Donc il y en a 5 grandes, on va dire. Donc la première, choisir ses mots de passe. Cela va de soi, donc bien évidemment, il faut éviter d'utiliser des dates de naissance, surtout les dates de naissance des enfants, le nom d'un animal de compagnie, et cetera. Parce que si les hackers, par exemple, ont mené des enquêtes auprès des personnes au sein de l'entreprise, ils risquent d'avoir ces informations, du moins, par exemple, la date de naissance. Donc proscrire ce type d'informations, et il faut aussi choisir des mots de passe complexes. Et qu'est-ce qu'un mot de passe complexe? Donc, c'est un mot de passe, en fait, qui, contient des caractères, différents, donc majuscules, minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux, et qui fait, on va dire, une longueur minimum de 12 caractères, 10 à 12 caractères. C'est un conseil, pour la complexité des mots de passe. Et on peut aussi utiliser des passe-phrases. Donc qu'est-ce qu'une passe-phrase? En fait, c'est un peu, la même chose qu'un mot de passe, sauf que c'est une phrase que l'on va utiliser comme mot de passe. Et cette phrase, l'avantage de ce type de choses, c'est que du coup, on a des mots de passe de plus longues, beaucoup plus longs. Et le deuxième avantage, c'est que, on peut faire des moyens mémotechniques afin de se souvenir facilement des passe-phrases, donc ce qui est très pratique. Ensuite, rester vigilant sur les mails. Donc comme dit précédemment, les courriers et leurs pièces jointes, ils jouent souvent un rôle, dans la réalisation des attaques informatiques. Les courriers frauduleux, pièces jointes piégées, et cetera. Donc toujours faire attention, aux mails. Ensuite, on a bien évidemment faire ses mises à jour. Comme dit précédemment, par exemple avec WannaCry, il est très important de faire les mises à jour logiciels, pilotes, afin d'avoir les derniers patchs de sécurité sur les outils que vous utilisez. En 4e point, on a vérifié la sécurité du Wi-Fi. Alors généralement, quand on se connecte sur un Wi-Fi, on se connecte, puis on a internet et puis on est content. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce que, un Wi-Fi qui est mal sécurisé, il peut permettre, en fait, à des tierces personnes d'intercepter, en fait, le signal qui est, émis, par votre ordinateur vers, la borne Wi-Fi sur laquelle vous êtes connecté, et l'interception du signal, peut permettre, à la personne, d'effectuer à votre insu des opérations malveillantes. Donc, toujours faire attention, aux réseaux publics dans ce cas-là, et aux réseaux qui n'ont pas de mot de passe. Heu et ensuite, bien évidemment, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vaut mieux utiliser, la 4G de votre téléphone, donc le partage de connexion de votre téléphone, plutôt que de se connecter sur un réseau Wi-Fi public, donc hôtel, aéroport, et cetera. Hem Et il faut surtout aussi se méfier des Wi-Fi publics qui vous demandent des informations personnelles, de type adresse mail, numéro de téléphone, et cetera, puisque parfois, ils peuvent garder ces informations pour les revendre auprès d'organismes. Et donc après, vous pourrez peut-être être la cible, d'attaque. Et ensuite, en 5e point, donc utiliser un gestionnaire de mots de passe. Donc qu'est-ce qu'un gestionnaire de mots de passe? En fait, tout simplement, c'est un outil qui permet de stocker vos mots de passe. Donc pas besoin de les stocker dans votre tête, maintenant c'est un outil qui le fait pour vous.
Et en plus de ça, cet outil est sécurisé puisque, bah, il faut se connecter dessus d'une part, via des identifiants et après on peut rajouter, d'autres surcouches, de sécurité par-dessus, comme de la double authentification, heu, afin bah, d'avoir qu'il y ait 2 authentifications lorsqu'on va accéder au mot de passe. L'avantage aussi de cet outil, c'est que, bah, tout simplement, il permet de générer des mots de passe et de les générer et de les enregistrer de manière automatique dans le gestionnaire. Donc lorsque vous créez un compte, il va vous proposer de, générer un mot de passe de 20 caractères avec des caractères très spéciaux et cetera et vous n'aurez jamais besoin de vous en souvenir puisqu'il sera stocké. Nous allons donc maintenant voir comment se protéger des attaques. Donc là, on a 2 couches différentes. On a la couche préventive et la couche curative. Alors à quoi correspondent ces 2 couches? La couche préventive, elle correspond en fait à la couche qui, va prévenir, d'une attaque informatique. Donc c'est pour anticiper une attaque et éviter que cette attaque arrive. La couche curative, elle, c'est la couche qui, s'occupe de nettoyer, on va dire, une attaque. Une fois que l'attaque a eu lieu, qu'est-ce qu'on doit, quelles sont les choses qu'on doit, faire pour résoudre, le problème qu'on a rencontré. Donc en couche préventive, nous avons les mises à jour, comme dit précédemment, l'utilisation, de logiciels anti-spam, donc qui permettent de filtrer les mails que vous recevez dans votre boîte mail afin de retirer, des mails de phishing qui sont généralement considérés comme des spams. L'utilisation d'un coffre-fort mot de passe, comme dit précédemment. L'installation d'un antivirus, que ce soit sur les postes clients, donc tous les postes utilisateurs, mais aussi sur les serveurs. Ça permet, vérifier que l'ordinateur est toujours sécure et que, lorsqu'on installe un logiciel, ce logiciel, soit scanné et qu'on vérifie que le logiciel n'est pas malveillant. Ensuite, on a les, logiciels de type anti-rançongiciel, donc qui ressemblent un peu à un antivirus, sauf qu'il va faire beaucoup plus d'analyse comportementale sur l'ordinateur. Ensuite, on a les bloqueurs de pub qui, bien évidemment, bloquent les pubs lorsque vous êtes en navigation web puisque parfois, lorsqu'on est sur internet, on a des pubs qui s'ouvrent et généralement les pubs, sont, très douteuses. Enfin, très souvent, on a des pubs douteuses, donc ça permet d'éviter ce risque. L'utilisation de campagnes anti-phishing, donc pour, sensibiliser les utilisateurs au phishing. Et en dernier point, il y a vous, bien sûr, puisque, généralement, vous êtes, les cibles numéro 1 des hackers, au sein des entreprises. Et donc, on a la couche curative en deuxième temps. Donc là, on a 2 points. On a les sauvegardes. Donc il est très important d'avoir un système de sauvegarde de données, que ce soit de sauvegarde interne, dans votre entreprise ou des sauvegardes sur le cloud. Avoir les 2 systèmes rajoute forcément une couche de sécurité. Et ensuite, on a le nettoyage, bien sûr. Donc, il est très important de, nettoyer le système d'information une fois qu'il a été, hacké. Donc, en suivant différents principes, que je ne pourrais pas vous définir maintenant puisqu'il y en a beaucoup. Mais en fait, c'est comme si, on allait, faire du ménage et qu'on allait retirer tout simplement toutes les traces qui avaient été laissées par les hackers, donc tous les comptes qu'ils ont pu créer et cetera. Et donc maintenant, nous allons passer, à la conclusion. Donc en matière de sécurité, la CNIL, elle préconise de faire prendre conscience à chaque utilisateur des enjeux en matière de sécurité et de vie privée. Alors ça, c'est le pourquoi du comment je suis ici aujourd'hui. C'est parce que dans 80 des cas, c'est l'action d'un utilisateur sur son poste, qui est souvent réalisée de manière involontaire, qui est à l'origine d'une cyberattaque. Donc, il est très, très important de sensibiliser les utilisateurs aujourd'hui, à la cybersécurité afin d'éviter d'être le point d'entrée, d'un organisme, de hackers dans votre entreprise. Donc afin de se prémunir, des attaques informatiques, il y a 3 grands points, on va dire, à suivre. Donc, le premier point concerne, la sauvegarde des données. Donc il est très, très important d'avoir des sauvegardes de données actuellement, puisque si, vous perdez l'accès à la donnée, que vous consultez tous les jours, il est possible de la restaurer grâce à des sauvegardes. Ensuite, on a la sécurisation de la messagerie, cela va de soi. Comme dit précédemment, il est très important aujourd'hui de sécuriser la messagerie
Et la sensibilisation des salariés, donc ça passe forcément par des webinaires de ce type, mais ça passe aussi par, l'utilisation d'outils, comme les outils de campagne anti-phishing, afin de sensibiliser les salariés à la sécurité informatique. Et donc là, nous avons 5 pardon, différents constructeurs avec lesquels nous travaillons, et qui proposent en fait des services, liés aux 3 grands points que je viens de vous définir. Donc, AVPoint par exemple, c'est pour, du backup, donc faire de la sauvegarde. WatchGuard, c'est plus pour la partie sécurité. Keeper pour la gestion des mots de passe. Vim pour la partie sauvegarde et Sophos pour la partie sécurité aussi. Voilà, donc la présentation se termine maintenant. J'espère qu'elle vous aura plu et je vais maintenant laisser place aux questions. Si vous en avez, je vous laisse les écrire dans le chat et je vous répondrai, de vive voix. Merci. Brigitte, oui, je peux vous envoyer la présentation si vous voulez. Si vous pouvez juste remarque, non, je dois avoir votre adresse mail, c'est bon. Oui, vous embêtez pas, je vous l'envoie par mail, juste après la présentation. Ce que je vais faire du coup pour la présentation, je vais l'envoyer à toutes les personnes qui ont participé, au webinaire, comme ça il y aura pas de problème. On vous enverra ça juste après dans le mail, dans le mail de comment qui contiendra aussi un petit questionnaire, pour le webinaire. Alors Brigitte, très bonne question. Alors comment peut-on organiser une action de sensibilisation de phishing auprès des salariés? Alors, le meilleur moyen pour moi de sensibiliser les utilisateurs au phishing, c'est de suivre un webinaire dans un premier temps, pour pouvoir déjà connaître les différents points à vérifier lorsqu'on reçoit un mail. Hem Et la chose qui, pour moi, devrait être utilisée aujourd'hui, de plus en plus souvent, c'est, les outils de campagne anti-phishing qui permettent en fait, de faire des campagnes comme on ferait des campagnes, présidentielles, par exemple. On pourrait faire exactement la même chose, mais avec des mails de phishing et après on obtiendra du coup des scores, en fonction des personnes, et surtout ce qui est intéressant avec ce type d'outil, c'est que prenons l'exemple d'une personne qui, va recevoir un mail de phishing, qui est généré par l'outil, de campagne. Lorsque la personne va cliquer, sur le mail, il y aura un lien par exemple dedans et lorsqu'elle va cliquer sur le lien et en fait, elle va être redirigée vers une page qui va lui dire: «Oui, bon, vous vous êtes fait piéger, vous allez recevoir un mail, vous demandant, de mettre, de suivre une formation, on va dire, sur le phishing». Donc ça, c'est un point, pour moi, c'est vraiment l'outil actuel, à utiliser pour sensibiliser au mieux les utilisateurs. Où se trouvent ces outils? Ces outils, ils se trouvent, sur chez des constructeurs de logiciels. Donc là, par exemple, Sophos qui propose un outil de campagne anti-phishing. Donc c'est un outil qui est payant, bien sûr, qui peut se prendre totalement, isolé de tout le reste, de tout le reste des outils proposés par Sophos. Hem
Et voilà. Enfin, je pense que si vous avez besoin d'avoir une liste des outils qu'on peut proposer pour faire des campagnes anti-phishing, je pourrais vous faire une réponse après, puisque là, je n'ai pas cette liste sous les yeux. Mais je peux vous faire un retour à ce sujet. Benjamin, concernant Keeper, c'est un abonnement par utilisateur par mois? Et si oui, quel prix? Alors ça, c'est une très bonne question. Je vais la garder de côté. Je vous ferai un retour par mail par rapport au coût que cela peut avoir pour une entreprise. Euh, je vous ferai un retour par mail, sans problème. Alors, Priscille, beaucoup de courriers douteux arrivent dans les spams. Courrier indésirable. Est-ce suffisant de vider cette boîte? Est-ce utile, important de faire remonter l'information sur des mails très douteux? Alors, concernant le premier point, est-ce que c'est suffisant de vider cette boîte? Bah oui. Pour moi, c'est totalement suffisant de vider la boîte spam, puisque, en fait, comme je disais, le fait de cliquer sur un mail, juste le fait d'ouvrir un email, on va dire, ne n'aura pas de conséquences. La seule conséquence qui risque d'y avoir, c'est lorsque vous allez ouvrir le mail et que vous allez ou cliquer sur un lien qui est présent dans le mail ou que vous allez ouvrir une pièce jointe qui est présente dans le mail. Est-ce utile, important de faire remonter l'information sur des mails très douteux? Bah, lorsque vous avez un doute, pour moi, enfin, on a des cas tous les jours d'utilisateurs qui nous envoient un mail, nous disant: «Voilà, j'ai reçu un mail, phishing, point d'interrogation». Donc, voilà, ça veut dire qu'ils ont quand même un doute sur le mail qu'ils ont reçu et donc nous, on a quand même un rôle de conseiller là-dessus. Donc, oui, il est important pour moi de faire remonter ces informations, sachant qu'aussi après lorsque vous avez il y a certains systèmes dans lesquels on peut référencer des adresses mail, des domaines, etc., qu'on souhaite totalement mettre dans les spams, on va dire. Donc, ça peut être intéressant de remonter l'information dans ce cas précis. Bon, s'il n'y a plus de questions, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis peut-être à une prochaine autour d'un autre webinaire traitant d'un sujet de sécurité peut-être ou un autre. Voilà, merci d'avoir été présent en tout cas.